Première réaction, je trouve que les présentations, l'ordre des présentations était assez intéressant, je trouve. Parce qu'on avait Marior qui se positionne avec un nouveau service dans cette viticulture numérique, donc qui cherche à utiliser ça justement pour accompagner la profession dans un nouveau service de conseil. On avait Claire qui nous a présenté l'arrivée d'un nouveau capteur dans un contexte particulier, dans un vignoble particulier, avec toutes les questions que ça pose. Et on y reviendra, je pense qu'il y aura certainement des questions à ce sujet-là, sur l'acquisition de références, comment on va élaborer des références, comment on va faire pour aider à conseiller en fait, les viticulteurs, ou comment on peut utiliser cette information pour avoir de nouvelles références et faire de l'expérimentation. Je mets à part ma présentation, hein, mais si on parle, je trouve que c'était intéressant d'avoir ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue de Frédéric sur là où on en est, en tout cas les perspectives en termes de détection de maladies, parce que je pense que toute la profession est en attente forte vis-à-vis de ça, et surtout sur les détections précoces. Donc faire un point là-dessus, mais on voit qu'il y a des solutions qui émergent. Et puis le point de vue, on va dire, très optimiste et futuriste, mais aussi, je dirais, enthousiasmant hein, de M. Schmitt sur un peu la notion de cobo, de robot, et puis aussi d'agriculture numérique dans toutes ces dimensions qui, alors je pense qu'il y aura certainement des questions dans la salle, mais qui interrogent aussi hein, sur notre place, sur la propriété des données naturellement, sur qui va utiliser ça, parce qu'on voit bien l'intérêt qu'on peut en avoir sur l'exploitation, mais finalement on a aussi des systèmes qui communiquent. On en parlera peut-être après dans la deuxième séance hein, de ces aspects-là. Voilà, donc je trouvais que l'ordre des présentations et la diversité des intervenants était intéressant, et on avait tous les niveaux quelque part. Bien, est-ce qu'il y a une première question qui veut se lancer? Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai peut-être pas été assez attentif, c'est pour Claire. Est-ce qu'on intègre les analyses de sol dans ces données? Et puis la deuxième, alors vous venez d'en faire un petit peu, à qui appartient, enfin dans toute cette chaîne, à qui appartient les données quoi, entre les satellites, les avions, l'homme, enfin voilà, à qui. Alors si c'est après, peut-être je n'ai pas assez vérifié l'ordre du jour. C'est plus dans la deuxième partie, effectivement. Mais enfin bon. Pour répondre pour la première question, en fait le PhysioCap c'est juste, il va juste scanner les sarments de l'année et c'est vraiment une information sur le développement végétatif et on n'intègre pas de données au niveau du sol. C'est juste des mesures en direct du végétal. Après, c'est peut-être des données qu'on peut mettre en relation, sauf qu'on n'a pas le même. Intéressant de lier tout ça. Mais on n'a pas tout à fait, enfin dans l'état des pratiques actuelles, le même maillage ou la même finesse d'analyse sur les analyses de sol que ce qu'on peut avoir avec un PhysioCap, en tout cas, quand même, pour le moment, en tout cas. D'autres questions? Ouais. Là. Ah, alors d'abord devant et oui, c'est bon. D'abord derrière et après devant. Oui. Donc c'est une question pour Bruno. Bonjour. Oui. Petite question sur les capteurs donc en rouge, infrarouge dans votre présentation. Où est-ce qu'on en est de la qualité de ces mesures par rapport à toutes les distorsions et par exemple les couvertures végétales, c'est-à-dire de mesurer vraiment la biomasse de la vigne et pas de la couverture, voulue ou pas voulue d'ailleurs, et en particulier pour pouvoir les comparer année après année, parce que donc on fait une carte une année, donc je fais une pratique pour corriger ce que j'ai envie de corriger, et pour pouvoir mesurer l'année prochaine si j'ai eu un effet dans le sens où je voulais. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour pouvoir faire ça sur 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est une très bonne question. C'est un souci hein, sur certaines chaînes d'acquisition. Et c'est un point à vérifier en règle générale quand même sur les produits. La plupart des produits qui sont commercialisés à ma connaissance, donc là évidemment la question qui est posée clairement c'est la qualité radiométrique des informations. Ça c'est la première question hein, si je m'abuse. Et puis la deuxième question c'est aussi la spécificité de l'information sur le végétal. En vigne c'est important parce qu'on a un interrogant, on y reviendra après.
Globalement, les chaînes d'acquisition, en tout cas que moi je connais, sur avion et satellite, la correction radiométrique aujourd'hui et atmosphérique est maîtrisée par les sociétés. Après, je ne connais pas les produits délivrés par toutes les sociétés de drones, mais effectivement, c'est un point de vigilance et il est important. Par contre, la question, elle est intéressante parce que tout à l'heure, je vous parlais par exemple des images Sentinelle gratuites. Et effectivement, c'est un souci. La semaine dernière, il y a une publication scientifique qui a été sortie par des Italiens qui ont justement étudié la correction et la qualité de ces images quand on compare des séries temporelles. Et sur des images gratuites, clairement, ces corrections radiométriques ne sont pas immédiates. Donc ça veut dire que clairement, il y a un savoir-faire dans ce domaine-là pour pouvoir utiliser ces informations. Concrètement, la question c'est, j'ai une valeur d'indice de végétation observée l'année N, je veux la comparer au même stade végétatif l'année N plus 1, est-ce qu'elles sont comparables? Donc l'objectif de la qualité radiométrique, de la correction, est de rendre ces données comparables entre elles dans l'espace ou dans le temps. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je crois qu'elle est un peu plus complexe parce que vous parlez plutôt de spécificité, donc c'est-à-dire en gros cette notion de pixel mixte où on peut avoir de la végétation et du sol. C'est ça? Et donc là, clairement, en gros, ce qui est montré, on ne peut pas, avec les techniques actuelles, où c'est relativement difficile, discriminer ce qui est de la vigne, du sol, par exemple, ou de la végétation. Le problème, c'est naturellement quand il y a un couvert enherbé. Et donc là, ça pose évidemment le problème de l'utilisation de cette information-là sur des pixels qui sont supérieurs à la taille de la vigne dans le cadre de vignobles enherbés. Je pense que dans ce cas-là, évidemment, il faut aller, et il y a déjà des sociétés qui le proposent, vers des informations à très haute résolution. Donc quand je dis très haute résolution, on est sur des pixels de 20 cm, moins parfois, et avoir des algorithmes qui identifient bien où est la vigne. L'autre solution, par exemple, qui est préconisée sur les vignobles plutôt méditerranéens, c'est de faire les acquisitions le plus tard possible, où nous, dans nos cas de figure, on a un dessèchement des couverts de l'enherbement lorsqu'il y en a un. Et donc d'être sûr que l'information que l'on voit est bien celle de la vigne et pas du couvert végétal. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est ce qui explique aussi que dans certaines situations, et là il y a une vraie expertise à développer que moi j'ai pas, mais que je perçois entre par exemple des vignobles septentrionaux, des vignobles de l'ouest de la France, des vignobles du sud, où on va avoir des spécificités qui sont liées au contexte pédoclimatique, au mode de conduite, au cépage, aux habitudes aussi de conduite, qui font que dans certains cas, une chaîne d'acquisition ou un type d'information va être peut-être pertinent, et dans l'autre cas, non. Ou, attention, il faut bien comprendre et anticiper, ou comprendre comment fonctionne la chaîne de mesure pour savoir ce qu'on va pouvoir en déduire ou pas, et quelles sont les limites. Et ça, c'est un souci dans l'accompagnement de la profession aujourd'hui, dans le choix des technologies. Peut-être Marior pourra apporter des compléments, mais donc ça veut dire clairement qu'il faut intégrer tous ces aspects-là pour être sûr d'utiliser l'information de la meilleure manière possible, en tout cas pour qu'elle soit pertinente. Bien. Vous avez une question là? Arrête, Didier, parce que oui. Je suis très bavard. Oui. Oui, mais on profite de ta présence. C'était une question sur le physiocap et la mesure du diamètre des sarments par rapport à l'inclinaison des sarments. Forcément, on n'aura pas le même diamètre si le sarment est bien vertical ou s'il est un peu oblique. Donc, est-ce que vous modulez ça ou... Nous, on ne peut pas le moduler, mais il faut vraiment prendre en compte cette information. En général, le physiocap, comme les sarments ne vont pas être parfaitement verticaux, on aura tendance à avoir une légère surestimation du diamètre des sarments. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Il y a eu des comparaisons faites dans le vignoble champenois où justement ils ont comparé des mesures avec des mesures manuelles du diamètre des sarments avec
comparé avec le PhysioCap, et c'était voilà, cette conclusion qui avait été faite où il y a une légère surestimation, étant donné que les sarments ne sont pas parfaitement verticaux. Est-ce que l'intérêt, c'est pas d'avoir une mesure relative plutôt qu'une mesure réelle du diamètre des sarments, mais de positionner des zones de... En fait, c'est pas vraiment le diamètre, c'est vraiment la section. On parle de diamètre parce que ça parle plus à tout le monde, mais le PhysioCap va prendre vraiment la section du bois scanné. Bruno, tu voulais apporter un complément? Je trouve justement que c'est une question qui est intéressante parce que grâce à la présentation de Claire, qui était très claire, et la compréhension qu'on a du fonctionnement du capteur, ça fait émerger des questions sur son utilisation, où est-ce qu'on va le positionner, en fonction peut-être du mode de conduite, du palissage, est-ce que l'information va être pertinente ou pas. Par exemple, moi je peux vous dire qu'on fait des essais, on planifie des essais par exemple en Languedoc, où on n'a pas des palissages aussi bien tenus que, en tout cas dans certaines situations qu'ici, et l'utilisation de ce capteur pose question, puisque là on a plutôt de la 3D, donc des sarments qui vont être proches du capteur, plutôt éloignés, et est-ce que la qualité de la mesure. Et donc ça c'est important, hein, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne le capteur pour voir dans notre situation quelle est la meilleure manière de le mettre en œuvre, c'est intéressant. Et j'avais des questions peut-être à Claire. On peut poser des questions à Claire aussi sur, par exemple, la hauteur, par exemple, par rapport à un mode de conduite. Est-ce qu'on doit l'adapter ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Pour compléter, ce que vous disait tout à l'heure, c'est que le système en Arcure n'est pas forcément aussi simple que ça. Voilà, en fait, on a réalisé des mesures avec le PhysioCap dans le vignoble de Lyon. Donc là, c'est facile. On a des baguettes qui sont bien à plat. Donc on peut mesurer le diamètre des sarments, le nombre de sarments entre la baguette et le fil de relevage. Et on a fait d'autres mesures en Saône-et-Loire où on a été face au problème de l'arcure. Donc ici, donc, on a la baguette qui est arquée et forcément, il faut positionner le capteur plus haut pour éviter de scanner la baguette. Et donc voilà, même avec ça, on a eu quelques petites difficultés pour être positionné au bon endroit pour faire des mesures que sur les sarments de l'année. Donc il y a vraiment une adaptation à faire par rapport au mode de conduite. Bien. Donc une autre question, ce côté-ci est plus prolixe quand même, hein, c'est marrant. Oui, donc c'est toujours une question sur le PhysioCap et un complément de ce que vous venez de dire. Est-ce que la longueur de sarment du coup est prise en compte pour le calcul de la biomasse du coup ou pas du tout? C'est que le diamètre? Après, c'est le logiciel qui est fourni avec le PhysioCap. En fait, on va donner une information sur l'écartement entre pieds et l'espacement, donner l'information sur la densité de plantation et le logiciel va calculer automatiquement la biomasse, mais on n'aura pas d'information sur la longueur. Si on donne l'information sur la hauteur de végétation, donc la hauteur de rognage. Donc on donne cette information-là, la densité de plantation, l'écartement espacement, et ça fait le calcul de la biomasse. Vas-y. Je me permets de compléter, parce que le traitement des données, je connais relativement bien. Donc en fait, là, on a parlé comment le capteur fonctionne, les cartographies et grosso modo ce qu'on est capable d'en faire. Ce qui est très important, c'est justement l'étape du traitement de la donnée. Jusqu'à présent, dans le PhysioCap, on a un peu occulté cette phase, puisqu'en fait, ces systèmes-là, pour faciliter l'introduction des capteurs dans la profession, on a automatisé ça. Donc, en effet, comme le disait Claire, on va renseigner certains paramètres. Donc, la hauteur de rognage, qui généralement va quand même donner une certaine information par rapport à la longueur du sarment. Mais il faut savoir que dans les traitements des données, donc moi je n'utilise pas les mêmes systèmes que je pense la Chambre, l'expertise du terrain est nécessaire. Donc moi j'utilise aussi les données de densité des sarments, puisqu'elle peut varier en fait en fonction du moment où on a pris les données et du coup ce qui peut avoir un impact sur le gonflement des sarments aussi. Mais c'est important parce qu'on va pouvoir rebondir sur ce que disait Didier, c'est-à-dire qu'on va avoir une information qui va être relative. Et ce qui est important, c'est quand on va faire des cartographies, il va falloir aussi
les mettre en avant avec la réalité terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une donnée relative qui va nous permettre de comparer une variabilité donc, sur une parcelle dans un temps donné, mais il va y avoir des informations qui vont être peut-être plus difficiles à mettre en avant. Par exemple, quand il y a des manquants, comme on fait, ou la caractérisation des cèpes qui sont victimes de dépérissement, comment est-ce qu'on les met en avant. Et là, en fait, il va falloir dialoguer justement avec les personnes qui connaissent le mieux les parcelles pour adapter ce traitement des données et pour passer d'une information qui est quand même relative à quelque chose qui va être encore plus pertinent pour la gestion de la parcelle, du parcellaire en général. Content de voir que l'agronomie a encore sa place dans... Ah mais complètement, et tout à l'heure, pareil pour faire écho à ce qu'il disait tout à l'heure sur l'analyse de sol, c'est complètement en adéquation avec les mesures des capteurs, c'est-à-dire que les capteurs ils vont nous permettre d'identifier des zones à comportement qui sont plus ou moins homogènes, on va dire que statistiquement elles vont être comparables, et en fait ces capteurs ils peuvent aussi nous servir pour identifier des zones où on va aller faire des prélèvements de sol ou des prélèvements pour les suivis de maturité, etc. C'est ce qu'on appelle les smart points, les points intelligents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir guider aussi les techniciens, les viticulteurs aux endroits où il va être plus intéressant de mener les observations pour gagner du temps et tout en ne perdant pas de pertinence au niveau de l'observation de terrain. D'autres questions ? Il serait intéressant pour nous de pouvoir revenir à un cep de vigne sur la base de coordonnées GPS. Est-ce que cette précision existe et à quel coût ? Si j'ai bien compris la question, c'est j'ai une carte, j'ai un dispositif, j'ai une coordonnée qui représente celle du pied de vigne et je veux avoir un dispositif que je vais donner à n'importe qui, un technicien, un piéton, un expert, il soit capable de retrouver exactement le pied sur site. Donc un peu comme le système de navigation qu'on aurait dans une voiture qui nous permet d'arriver à une adresse, mais cette fois-ci au niveau intraparcellaire sur pied. Bonne question. Aujourd'hui, en système de positionnement disponible par exemple sur smartphone, c'est GPS en mode naturel. On est à peu près, il ne faut pas se leurrer, on est à 10 mètres, 10-15 mètres. Sur les GPS un petit peu plus évolués, type randonnée, donc je vais citer des marques, mais E-Trek, Garmin, qui valent à peu près 100 € dans les magasins de sport. Vous avez une correction dite EGNOS, merci l'Europe, donc c'est une correction européenne. Vous êtes à peu près à 3 mètres. Voilà. Donc pour atteindre le pied, en fonction des densités de plantation, il va falloir aller dans du matériel d'un autre niveau, avec d'autres corrections, quand même difficiles à embarquer sur un piéton. Je vais être franc. Donc ça va être, pour avoir vraiment cette précision-là, il faut avoir une correction différentielle ou du cinématique qui va être plus difficile à mettre en œuvre, en tout cas à donner sur des opérateurs classiques. Donc je dirais que, pour rester prudent, avec les dispositifs simples qu'on va pouvoir mettre à disposition de piétons ou d'opérateurs de localisation, aujourd'hui on va être capable de donner des informations sur une placette. Voilà. Mais retrouver le pied exactement, s'il n'est pas identifié, ça va être difficile, en tout cas avec des dispositifs embarqués sur piéton. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Je pensais à des applications comme le repérage de cèpes, de pieds morts par exemple, ou même la détection de pieds de flavescence sur la base de capteurs embarqués sur un tracteur. Il faut, si on veut retrouver ce cep-là, il faut avoir une précision telle qu'on puisse le faire. Même le Green Seeker, ou l'appareil qui mesure les diamètres des bois, ça peut être intéressant d'avoir une précision telle qu'on puisse manuellement, à pied, aller revoir un endroit très précis où il y a une anomalie. Alors, juste pour apporter des informations sur
moi je ne l'ai pas vu en France, mais par exemple, c'est un problème qui s'est posé de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, sur des domaines qui sont, on va dire, des domaines de grosse taille, ou justement, enfin de taille importante. J'ai vu ça en Australie également, sur des domaines sur lesquels ils ont des salariés, sur lesquels ils donnent des consignes spécifiques sur certaines zones. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils géoréférencent chaque pied. Donc ils ont une carte de chaque pied. Alors c'est une chance qu'on a en viticulture, on est dans un environnement structuré. Et en fait, ils ne se localisent pas en absolu avec des systèmes GPS, etc. Ils intègrent en fait dans leur vignoble tout un système de codification avec numéro de rang, numéro de pied. Parfois avec des codes barres, parfois juste avec des numéros. Et en fait, cet environnement leur permet de localiser des opérateurs très précisément, mais on change de système, c'est-à-dire qu'ils ont... par contre, c'est une grosse logistique parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de système clé en main permettant de le faire. Donc ils ont un spécialiste, un système d'information géographique qui leur permet de changer de coordonnées, c'est-à-dire toute mesure qui a été faite par satellite, par des capteurs, est géoréférencée avec le système de coordonnées, peu importe, hein, mais un système de coordonnées utilisé par le système de cartographie. Et puis, il y a un système de conversion qui permet de se repérer avec un nom de parcelle, un numéro de rang et un numéro de pied dans le rang. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est toute une logistique à mettre en œuvre et il y a des compétences associées pour mettre en œuvre ce type de dispositif. Je suis clair. Bien, bon, je pense qu'on va en rester là pour cette première phase. On aura quelques mots en intersession de Corinne Trarieux du BIVB sur le projet d'AMAV qui permettra de rebondir sur ce que disait Bruno et puis de pallier un petit peu l'absence de Frédéric Cointeau. Et donc Corinne nous fera un point sur le projet d'AMAV tout de suite. Donc oui, simplement aussi une autre remarque, on voit qu'il y a quand même de la précision dans la formation qui arrive de plus en plus. A-t-on aujourd'hui le matériel qui permet de transformer cette précision en application pour la viticulture? On peut se poser la question quand même. On voit que John Deere sont bien au point là-dessus. Les grandes cultures, en général, sont pas mal positionnées. En viticulture, je ne suis pas sûr que l'offre de matériel aujourd'hui permette de complètement mettre en œuvre de façon automatisée ces systèmes. Donc, on va remercier les participants à cette première session. Ah, monsieur Olivier, vous voulez... Oui. Pardon. Au niveau de la géolocalisation, dans l'industrie, on utilise des systèmes de géolocalisation qui sont précis au centimètre. Donc après, c'est détourner, et c'est un peu l'intérêt des nouvelles technologies, c'est détourner des usages qui sont utilisés, par exemple, dans l'industrie ou dans le commerce. Par exemple, quand on se balade dans une galerie marchande, on est géolocalisé très précisément. On est en dessous du mètre. Et dans l'industrie, on est précis au centimètre. Donc avec des systèmes de triangulation, donc en mettant des bornes et de voir par rapport aux positions, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure au niveau de... On recalcule des référentiels, donc on dit par rapport à ces 3 bornes-là, l'opérateur il se trouve à tel endroit au milieu de la borne et on sait précisément où il est situé. Sur des aires de stockage, on est capable au centimètre de retrouver des pièces. Mais c'est des autres... c'est un autre grammage au niveau de la géolocalisation, c'est pas un GPS, c'est pas un satellite. On redescend à des niveaux beaucoup plus petits alors après dans la viticulture je ne sais pas si c'est possible, mais en détournant et en se renseignant avec des gens qui font de la géolocalisation de pièces ou de personnes dans des centres commerciaux, je pense qu'on peut trouver des choses un peu intéressantes à détourner. Bien, complément. Donc Corinne, tu nous fais une intervention, un petit point rapide sur le projet d'AMAV, tu n'as plus d'outils. Voilà. Et puis on va remercier Marie-Laure, Claire et Olivier.